Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Comment arrêter de rêver vos rêves pour vivre la vie qui vous inspire? C'est le livre qu'a décidé d'écrire Thomas pour raconter son histoire. Évidemment, avec un tel prénom, il ne pouvait que réussir. Blague à part, il a participé à une course d'ultra-trail hors du commun, l'une des plus dures au monde, 330 km et 24 000 mètres de dénivelé positif en seulement 145 heures. Le Tour des géants. Un exploit encore plus impressionnant pour cet amateur de sport qui est coach en développement personnel. On va parler de constellation et plutôt de sa constellation. J'ai nommé Thomas Gibaud. Comment ça va, Thomas ? Ça va super. Merci Thomas de m'accueillir. Je suis ravi et honoré de pouvoir échanger avec toi. Merci de faire cet épisode en ma compagnie. Je suis ravi, d'autant plus que tu es un fidèle auditeur du podcast Confidence sportive, je crois. Yes, absolument. Pendant les longues sessions de course et d'entraînement, je suis un gros dévoreur de podcasts. Et puis, ta voix m'a accompagné pendant plusieurs dizaines de kilomètres, absolument. Écoute, ça me fait plaisir et ça me touche. Alors, quel épisode t'a plu d'ailleurs, plus particulièrement sur le podcast ? Il y en a deux qui me reviennent en mémoire. Il y en a un qui m'avait beaucoup touché, qui était celui de Sophie Kolbus, je crois, la kayakiste. Et ce qui m'avait touché chez elle, c'est moi, je suis admiratif des êtres humains qui arrivent à mettre du « et » dans leur vie. Et pour moi, elle incarnait ça, Sophie. Elle a envie d'être et maman et championne du monde de kayak. Et je trouve sur la dynamique des rêves dont on va parler aujourd'hui, il y a beaucoup de « ou ». Malheureusement, c'est soit je suis maman ou je fais du kayak. Et pour moi, elle incarnait ça. Donc, celui de Sophie m'avait beaucoup parlé. Et puis, il y avait celui de l'apnéiste Arthur. Et ce qui m'avait plu chez lui, c'est, moi, ça me touche beaucoup le fait de considérer le sport comme un outil de connaissance de soi. En tout cas, moi, c'est ça que j'allais chercher. Et j'ai retrouvé ça, en fait, dans le parcours d'Arthur et dans sa manière d'envisager l'apnée. Il y avait à quel point il partait à la fois découvrir la mer et lui-même dans sa pratique. Et ça m'avait beaucoup touché. Exactement, un épisode avec Arthur Guérin-Boéry qui a retrouvé sur le podcast. Il est champion d'apnée. Alors, évidemment, c'est déjà énorme, mais il a rajouté une couche encore supplémentaire d'apnée sous glace. Donc, épisode assez incroyable à l'écouter. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, évidemment, on va revenir sur ton parcours et également avec ce fil rouge du Tour des géants que je ne connaissais absolument pas, pour être tout à fait honnête avec toi. Donc, j'ai découvert cette course à travers ce livre, ton livre, cette incroyable course. Mais avant ça, on va parler aussi de tes tout premiers souvenirs dans le sport. Ils remontent à quand et c'était quoi tes premières émotions ? Écoute, en toute transparence, moi je viens d'une de ces familles, tu sais, où le sport est roi. J'ai grandi dans une famille où mon père était handballeur. Dès que j'avais 5 ans, il a créé une équipe. Et puis j'ai eu la chance en fait de 5 ans à 20 ans de jouer avec le même groupe de potes, de petite équipe de quartier dans un tout petit bled paumé à côté de Lyon à on a fini en championnat de France. Donc c'est ça mes émotions. Moi le sport ça a jalonné vraiment une grande partie de ma vie. Et donc ces premières émotions pour moi c'est ça, c'est être coaché par mon père entouré de potes dans un tout petit bled à jouer avec un ballon de hand. C'était ça les grands débuts. Et est-ce que tu avais des rêves plus particulièrement de vivre aussi du sport, c'est-à-dire de pourquoi pas aspirer à une carrière de sportif de haut niveau, de sportif professionnel ? Ouais, carrément. Et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure en lien avec Sophie. Moi, je mettais beaucoup de « ou » à l'époque. Donc, c'était ou une grande école de commerce ou handballeur pro. Après, ça, c'est la version généreuse. Il y avait aussi un côté de niveau qui est venu se mêler à ça après, au bout d'un moment. Mais pendant un moment, ça pouvait peut-être s'envisager. Et là, il y a une partie de moi qui a été trop raisonnable, même si je suis hyper heureux aujourd'hui, mais qui a mis de la raison là-dedans et qui a fait le choix de prépa, école de commerce, etc. Donc ça veut dire que tu étais déjà dans un centre de formation ? Non, je me suis arrêté à l'étape juste avant. J'ai passé les tests et puis j'étais trop juste. Donc ça m'allait bien aussi de dire que je privilégiais les études. Tu vois, ça satisfaisait mon ego à l'époque. Et donc les études, évidemment. Donc tu as parlé de l'école de commerce. Puis tu réussis assez brillamment avec ta vie professionnelle. Est-ce que justement cette période-là,
tu passes pas le cap en fait de la professionnalisation ou du haut niveau. Est-ce que c'est aussi un regret et quelle place a le sport à ce moment-là pour toi? Parce qu'en fait, tu passes d'une activité très dense à, comme tu l'as dit, c'est le sport mais de côté quoi. Ouais, ouais, c'est très juste. Écoute, ouais, le sport, ça a toujours été un moyen pour moi de combler des besoins importants. On va, j'imagine, en reparler après. Et pendant longtemps, pour moi, le sport comblait beaucoup avec ce groupe d'amis avec qui j'ai joué au hand pendant très longtemps. Et puis arrive le moment où j'arrête le hand, je fais des études, je pars à Paris. Et là se pose la question de, tu sais, à quoi ça ressemble le prochain défi sportif? Parce que pour moi, c'était inenvisageable qu'il n'y en ait pas dans ma vie. Et puis, bah, à ce moment-ci, le sport pour moi, c'est devenu un moyen de répondre à un besoin de. Je ressentais l'envie de sortir de ma zone de confort. J'avais une vie hyper sécuritaire, toute douce, toute tracée, études cool, job sympa, une femme au top, une famille, etc. Donc je voyais beaucoup d'ordre, de sécurité dans ma vie et je me suis posé la question de à quel point mon prochain projet sportif pouvait être une opportunité de goûter à autre chose et de sortir de ce confort bien installé dans ma vie. Et puis c'est comme ça que l'Ultra Trail est arrivé. Alors justement, le trail et l'ultra trail, pour les gens qui nous écoutent, comment tu peux définir cette pratique déjà du trail et quelle est la différence avec l'ultra trail? Écoute, le trail, c'est une discipline qui a pour but de pratiquer la course à pied en montagne. Euh, et puis, la spécificité, c'est que, à contrario d'une épreuve de route où il y a beaucoup de plats en général et où la distance est l'unique critère, vient s'ajouter un petit piment en trail qu'on appelle le dénivelé, qui soit positif ou négatif. Donc, c'est le fait que ça monte ou que cela descende. Et puis, ça rajoute beaucoup de complexité parce que l'effort est tout autre. Puisque le rythme est pas du tout stable, à contrario d'un marathon par exemple. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait d'aller profiter de la nature et de tout ce qu'elle peut nous apporter avec l'intention de courir aussi vite que possible, puisque au bout d'un moment la montagne nous rappelle à nos limites. Et puis la différence entre le trail et l'ultra, eh bien l'ultra, on va dire que c'est la version la plus poussée en termes de distance et de dénivelé de cette discipline, avec des distances qui vont comme les ultra-trails les plus populaires sont souvent des 100 miles, des 160 km. C'est le cas de l'ultra-trail du Mont Blanc ou de la Diagonale des Fous, qui sont parmi les plus populaires sur la planète. Et puis après, ça peut aller un poil plus loin avec le Thor, par exemple, c'est 330, il existe des 1000. Enfin bref, ça peut aller assez loin après. Alors, sans tout dévoiler, évidemment, par rapport au livre, réaliser ses rêves, ça s'apprend. Justement, réaliser ses rêves. Moi, je me suis posé cette question-là en lisant le livre et surtout en voyant la première de couverture. Ça veut dire quoi, tout simplement? C'est-à-dire, ça a été la question qui a été centrale pour moi dans le fait d'écrire ce livre. Et au fur et à mesure de l'écriture et puis au fur et à mesure des coachings que je pouvais faire avec des personnes qui voulaient côtoyer plus précisément leurs rêves, bah, en fait, j'en suis arrivé au constat que la plupart d'entre nous posons une vision un peu trop binaire de ce qu'est le rêve. Soit c'est quelque chose, un résultat que l'on accomplit puis qu'on check une fois que c'est fait, qu'on a passé une ligne, qu'on a publié un bouquin, ou bien quelque chose que l'on rumine si jamais on n'a pas la chance de l'accomplir. Et moi, j'ai la conviction profonde que les rêves sont amenés à jouer un rôle plus grand dans notre vie. Je les vois beaucoup plus comme une stratégie, un moyen plutôt qu'un résultat. Et pour moi, les rêves, c'est le meilleur moyen que notre corps et notre esprit a de nous rappeler qu'on aspire tous en tant que personne à vivre des besoins qui sont fondamentaux pour nous. Et ouais, je le vois vraiment comme une stratégie. Pour moi, Thomas, je sais pas, peut-être il y a quelques années, quand tu rêves de monter ce podcast, derrière ce rêve qui est un résultat de est-ce que le podcast est en ligne ou non, moi je suis intéressé plutôt à connecter quels sont les besoins fondamentaux pour toi en tant que personne, Thomas, qui t'amènent à formuler ce rêve. Il y a probablement des besoins de transmission, de connexion, de lien, de découverte, de partage qui s'incarnent dans ce rêve de monter ce podcast. Et pour moi, c'est ça, en fait. Réaliser ses rêves, c'est partir à la découverte avec beaucoup de curiosité et d'humilité de qu'est-ce que, en tant que personne, j'ai vraiment le goût, l'envie de vivre dans cette vie-là. Et à partir de là, bah, les rêves deviennent une stratégie qui nous permettent de, à travers un podcast, à travers un ultra trail, de vivre ce qui est précieux pour nous, en fait. Ouais, mais je partage totalement en fait ce que tu dis parce que en fait, à la base, tu te dis je vais cocher une case, mais en fait, ça va beaucoup plus loin parce que le podcast, moi, par exemple, pour mon cas personnel, c'était vraiment d'interviewer des personnes que j'avais pas l'occasion de côtoyer.
et surtout de transmettre par rapport à une interview, mais pas une interview classique, vraiment avec un angle particulier qui est les émotions dans le sport. Et c'est vrai que les retours derrière ont été au-delà de ce que je pensais faire juste en faisant des interviews dans le podcast. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus enrichissant que de cocher une case tout simplement. Ouais, trop bien. Ouais, merci, ça résonne beaucoup ce que tu partages. Et pour moi, ce que tu évoques là, c'est l'illustration de. C'est pour ça que nos rêves, ils nous collent à la peau aussi longtemps. C'est parce que, en fait, ils sont juste le reflet de ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et donc, ce besoin-là de partage, de découverte, que si tu n'avais pas fait ce podcast, pour autant, il serait toujours présent en toi. Et donc, pour moi, c'est pour ça que nos rêves nous collent et qu'on peut avoir pendant 10 ans l'envie de monter cette boîte ou de faire ce tour du monde parce que, ils sont juste le reflet de, ce qui est vraiment vivant en nous, en fait. Et puis par rapport à tout ça, c'est aussi les inspirations qu'on a en nous. Dans le livre, ce qui est assez marquant aussi, c'est que tu fais référence assez souvent à des personnes par rapport à des citations, par rapport à des expériences vécues, notamment des sportifs, en l'occurrence Kobe Bryant, illustre basketteur qui malheureusement nous a quittés. Pourquoi tu t'es inspiré de ces personnes-là et qu'est-ce qu'elles t'ont donné comme moyen d'aller chercher comme objectif? En fait, pour moi, ce que je trouve de très inspirant, prenons le cas par exemple de Kobe, qui est pour moi un athlète incroyable. Avant d'être un basketteur hors norme, c'est un athlète incroyable. Et pour moi, il a vraiment changé mon rapport à la réussite. Pendant longtemps, là aussi, j'avais une vision assez binaire c'était très lié au talent pour moi, la réussite. Donc, soit tu avais la chance de naître sur cette planète avec un talent inné très fort, et auquel cas tu pouvais espérer quelque chose. Toi, tu t'en avais pas, et auquel cas, dur. Et pour moi, Kobe, ce qu'il incarnait, c'est il a montré à quel point le talent, sans travail ou sans niaque, c'est juste un potentiel. Et pour moi, il est né sur cette planète évidemment avec un potentiel hors norme, mais ça a été une machine à devenir le meilleur dans son sport. Et donc, moi, c'est ça en fait. Il a amené le fait que pour pouvoir me rapprocher de mes rêves, le talent seul n'allait pas suffire. Donc, ce qui pouvait avoir un côté de ah ben, ça va pas être très confortable, mais aussi ça a amené un champ des possibles beaucoup plus vaste qui est, même sans talent, si je suis capable d'avoir un processus très clair et de m'y engager très fort, je suis capable d'avoir des résultats à la hauteur de ce que je rêve. Et donc, ouais, pour moi, c'est ça. Bryant, il avait formalisé très tôt que toute sa carrière, il allait faire au moins un entraînement de plus par jour que ses adversaires. Il allait se lever tous les matins à 3 heures du mat pour à 4 heures être à la salle de gym. Il avait compté que sur 20 ans de carrière, ça équivaut à avoir fait 3, 4, 5 ans d'entraînement de plus que ses adversaires. Et pour lui, ça lui donnait un avantage. Et donc pour moi, c'est ça en fait que je suis allé chercher chez d'autres, c'est leur rapport à l'engagement, leur rapport à la ténacité, leur rapport à la réussite là. Et puis ouais, Kobe pour moi c'était une illustre référence par rapport à ça. Ce qui me fait aussi penser un peu à Cristiano Ronaldo, qui est modèle de méritocratie, parce que on dit souvent c'est Messi le talent, Ronaldo c'est le travail, et au final c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé pour aspirer aujourd'hui à être le modèle qu'il est, et tout le monde en parle dans le domaine du football, qui peut être le parallèle avec Kobe dans le basket. Ouais, canon. Ouais. Et je sais pas quel regard tu portes, toi qui as côtoyé beaucoup de sportifs de haut niveau, mais moi en tout cas ça a vachement changé le fait que je trouve ça très confortable en fait de se reposer sur le talent. Je trouve que le talent a une trop grosse place dans notre société. Et c'est bien plus confortable de dire Messi ou Ronaldo en est là parce que évidemment il a un pied en or et une condition. Ouais, je suis pas sûr. Je pense que nos rêves sont trop complexes pour ne se reposer uniquement sur du talent. Et je pense que pour moi, c'est un peu une fuite de responsabilité de s'en limiter à ça. Et donc, c'était ça l'intention avec le bouquin, comment on peut aussi les regarder, nos rêves, au travers de toutes les implications qu'ils ont dans notre vie pour voir à quel point il y a d'autres leviers que le talent pour s'en rapprocher, en fait. Et là, on parle de sport, mais ça peut être le cas dans d'autres domaines. Tu peux être ultra talentueux et très intelligent en faisant tes études au travail, mais si tu vas pas au-delà, c'est vrai que soit déjà tu peux te lasser et avoir une certaine frustration par rapport à ton quotidien, mais également, enfin, tu mets de moins en moins de projets en place. Moi, je le vois depuis que je me suis toujours auto-formé, tu sais, en parallèle, et en fait, c'est la plus grande des richesses parce que tu arrives très rapidement à te démarquer déjà de un, et de deux, tu vois que tu acquiers des compétences qui sont transversales et qui sont additionnables surtout. Amen à ça. Par rapport à l'ultra trail, alors, est-ce que justement tu as pu faire cette même comparaison parce que c'est considéré comme l'une des plus difficiles courses, le Tour des Géants, et je crois savoir que quand tu t'es lancé,
tu n'avais jamais participé au moindre trail. Enfin, quand tu as eu l'idée de participer en tout cas. Ouais, ouais, c'est très juste. Euh, oui, et c'est vrai que je me rappelle aujourd'hui en me voir en parler à des amis ou à de la famille, et puis il y avait la notion d'être déraisonnable qui est vite apparue. Et moi, j'ai acquis la conviction aujourd'hui, qui est probablement une croyance, mais au début, mais qui est devenue aujourd'hui une conviction, que je pense que la première étape pour se rapprocher d'un rêve, c'est d'être capable de se l'avouer, tel qu'on a vraiment envie de le vivre. Et donc, c'est clair que quand on se l'avoue, à nous, si on était sous la douche, il a une forme déraisonnable, probablement un peu prétentieuse, et pour autant, c'est ça qui est vivant en nous. Et donc, je rencontre beaucoup dans mes clients, là, dans des coachés que j'accompagne, quand je les questionne sur ce qui les fait vraiment vibrer, ils ont une version, quand ils la nomment, qui est probablement de l'ordre de 10, 20, 30% de ce qu'ils ont vraiment envie de vivre. Il y a beaucoup de filtres là-dedans, il y a beaucoup de conditionnement, de volonté de ne pas prendre trop de place qui nous éloignent en fait de ce qu'on a vraiment envie d'accomplir. Donc oui, en fait, assez rapidement, quand je suis tombé sur cette course, pour moi, elle avait beaucoup de choses qui me fascinaient et qui me faisaient rêver. Et donc la première étape pour me donner une chance de la courir, c'était d'assumer pleinement que j'avais envie de courir cette course. Évidemment, derrière sont venues plein de galères et de difficultés, mais je suis convaincu que si déjà une part de nous assume et accepte pleinement notre rêve tel qu'on a vraiment envie de le vivre, je pense qu'on fait déjà un joli pas. Et après avoir pris cette décision, comme tu as dit, tu en as parlé aussi à ton entourage, est-ce que au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu t'es pas dit waouh, dans quoi je me suis lancé, et est-ce que tu as douté aussi au début? Ouais, c'est clair. Objectivement, j'arrivais un peu convaincu que, ayant eu un passé un peu, enfin pas mal sportif, j'avais déjà des prédispositions. Et puis j'ai en mémoire ce premier trail de prépa que je fais là, qui était un 50 km et 3000 mètres de dénivelé, et où je vais finir bon dernier à quelques minutes des barrières horaires, 3 heures après l'avant-dernier. Donc c'était un peu la leçon un peu cuisante, quoi. J'étais vraiment dans un état pitoyable en plus en passant la ligne. Donc oui, à ce moment-là, c'est clair que se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire que de courir 300 bornes en montagne. Puis je commençais à toucher du doigt ce que ça allait impliquer. Et oui, c'est sûr, il y a eu beaucoup de doutes. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé à comprendre ce que ça voulait dire que ça avancer vers ses rêves. Et c'est la dimension que je mets pas mal dans le livre, qui est, je pense que nos rêves nous impactent tout autant sur le volet logistique, comment on se structure, comment on se prépare, comment on s'organise, que sur le volet moi j'appelle ça dans le bouquin de l'être, c'est-à-dire comment ça vient nous toucher nous en tant que personne, comment ça ramène des peurs, comment ça ramène des croyances, comment ça questionne notre rapport à la perfection, au temps, à la fainéantise, etc. Et je considère que pour finir un tort des géants, j'ai dû tout autant réfléchir à comment je structure mon entraînement, que comment je diminue mon besoin de perfection dans tout ce que je fais pour pouvoir me donner une chance de réussir. Et donc, j'ai acquis la conviction depuis que plus on est capable de regarder nos rêves en ayant conscience de tout ce qu'ils impactent pour nous, plus on est capable d'identifier des leviers sur lesquels on a la possibilité d'agir et qui sont petit à petit des marches qui nous rapprochent du sommet qu'on a envie d'atteindre. Mais ouais, ça n'a pas été tout rose et tout droit pour autant. Donc la première course, si je résume, c'est une grosse prise de conscience par rapport à ce qui t'attend par la suite, prise de recul et un peu de hauteur par rapport à ce que tu peux mettre en place pour structurer ton projet. Et on peut faire le parallèle, hein, que ce soit dans le sport ou ailleurs, de structurer ton projet pour arriver à un objectif. Oui, absolument. La plupart des gens que j'accompagne aussi ont une vision un peu idéale du rêve, un peu toute rose. Et donc, beaucoup le gardent en tête. Moi, j'appelle ça dans le bouquin la phase du kiff. Le kiff, c'est quand on rêve notre rêve. On se le pense sous la tête, puis on se voit franchir cette ligne, on se voit interviewer telle personne en podcast, on se voit, etc. Et je pense que nos rêves bénéficieraient grandement d'être considérés comme des projets. Et pour moi, avec la notion de projet, vient la question du comment, en fait. Et pour moi, le comment, c'est ce qui nous sort du fantasme de je peux, je rêve, etc. Il y a au bout d'un moment, ok, ça ressemble à quoi de courir un ultra trail de 300 bornes? Qu'est-ce que ça implique concrètement dans mon quotidien que je ne fais pas aujourd'hui, qui me donne des opportunités de me rapprocher de ce rêve? Est-ce que je suis prêt pour les 12 prochains mois de, quoi qu'il arrive, quelle que soit la météo, la température, de me lever à 3 heures du matin tous les samedis pour aller bouffer 80 bornes? Et là, pour moi, quand on arrive à se poser ces questions-là, on sort de la phase de kiff, on sort du fantasme et on commence à faire de notre rêve un projet qui a des implications concrètes dans notre vie. Et là, c'est ce en quoi je pense on peut devenir meilleur à réaliser ses rêves, c'est lorsqu'on commence à se poser ces questions et à faire de la place dans notre vie pour que ce qu'implique notre rêve puisse prendre vie.
Alors d'ailleurs, on a parlé de l'Ultra Trail, de ce que tu as mis en place pour le préparer, parce que évidemment, ça se fait pas en une semaine, en un mois de préparation, mais plusieurs mois. Une question qui me vient à l'esprit par rapport à tout ça, c'est est-ce que c'est un choix dans le sens où c'est un choix plutôt de vie que tu prends, de prendre conscience que bah, ça va impliquer qu'il y aura des choix à faire dans ton parcours pour arriver à la réalisation de cet ultra trail, où les sportifs parlent souvent de sacrifices dans le sport de haut niveau, de concessions. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Et par rapport à ton cas personnel, évidemment. Ouais, alors évidemment, hein, je ne veux pas avoir la prétention de me mettre dans la peau d'un sportif de haut niveau, mais en tout cas, c'est clair que ce projet a eu beaucoup d'implications. Enfin, c'était quand même très conséquent ce que ça m'a demandé. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Moi, j'aimais beaucoup réfléchir pendant mes longues sorties de trail. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir sur cette notion de sacrifice. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis arrivé au constat que en matière de rêve, je crois assez peu à la notion de sacrifice. Moi, le sacrifice, c'est plutôt une vision que projettent les autres sur le fait que eux ne seraient pas prêts à faire ce qu'on fait. Mais en fait, assez vite, pour moi, c'était assez clair que euh, même quand il pleuvait, qu'il faisait moins 5 degrés, que je devais me lever à 2 heures pour aller courir en montagne sous la pluie pendant une quinzaine d'heures, j'avais pleinement choisi d'être là. Personne m'avait forcé. Et donc, pour moi, le sacrifice, ça ferait un peu comme si il y avait une partie de moi qui n'était pas pleinement alignée avec le fait de faire ce que j'étais en train d'accomplir. Or, euh, moi, j'ai la conviction que je vivais ce que j'avais envie de vivre. Et donc, ça m'a amené cette distinction entre la difficulté et le sacrifice. Ce que je faisais était difficile, c'était pénible, harassant, etc. Mais il n'y avait aucun sacrifice. Je ne sacrifiais rien. J'étais content d'être dans la montagne à 3 heures du matin plutôt que dans mon lit. Ce qui n'empêche pas le fait que c'était dur. Donc, disons que je l'ai plus vu comme ça, comme un rêve qui avait beaucoup d'implications et de difficultés, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices. Il y avait quand même un élément qui a contribué beaucoup à ça, c'est j'ai la chance absolue de vivre avec une femme qui a une qualité de communication exceptionnelle. Donc on a pu avoir des conversations très denses, profondes sur ce qu'impliquait ce rêve et quel impact il avait sur moi, sur elle, sur nous. Et puis d'avoir des conversations très transparentes sur les besoins de chacun en lien avec ça. Donc ça me donnait un socle très confortable et sécurisant sur lequel je pouvais m'appuyer pour avancer. C'est vrai qu'on en parle peut-être pas assez, mais l'importance de l'entourage, que ça soit dans le sport ou ailleurs, pour atteindre ses objectifs, c'est super important parce que si t'as pas un entourage qui comprend déjà Mm. ton objectif, vers quoi tu veux aller, c'est vrai que très rapidement il peut y avoir des frictions, des tensions, et on a vu des sportifs qui, par des mauvais entourages, ont pris des mauvaises décisions et ça a été très compliqué pour eux alors qu'ils avaient, et on Mm. en revient à la première partie, un talent fou. Ouais, c'est clair. Ouais, bah en fait, ouais, je considère moi que le rêve en soi est déjà tellement difficile. Par essence, on rêve peu de choses que l'on a la capacité, en travaillant un tout petit peu, d'accomplir. C'est souvent des sorties de zone de confort assez conséquentes. Donc, de fait, ça va déjà amener en soi son lot de difficultés. Si en plus de ça, on doit dealer avec le fait que des tensions dans notre entourage sur ce qu'implique ce rêve, etc., ça rajoute un niveau de complexité ouais, conséquent quand même. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir m'appuyer là-dessus. C'est une évidence. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que tu te prépares à 100% pour cet ultra trail. Ça prend du temps, ça prend de l'investissement, mais au final, t'es pas sûr de participer à cette course parce que il y a énormément de participants, comme à chaque course, et qu'il y a un tirage au sort. Alors, comment tu fais pour te préparer? Est-ce que c'est Hmm. pas un peu particulier de se dire, je vais me préparer sur une des courses les plus dures du monde, qui va durer 330 km et au final, je suis même pas sûr d'y participer. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, si je suis hyper honnête, après je vais te faire une réponse un peu plus élogieuse, mais il y a eu quand même des sorties où je me suis dit, la vache, qu'est-ce que je fous là quand même? Il pleut, ma femme elle est dans mon lit, etc. Et moi je suis là en montagne et je suis même pas sûr que ça va servir à quelque chose. Donc oui, dans les moments de doute, objectivement, c'était une pensée qui revenait. Et ce qui m'a sauvé face à ça, c'est un bouquin de Ben Bergeron, euh, qui était coach de CrossFit et qui a beaucoup réfléchi sur la notion de performance, d'excellence, etc. Et il m'a beaucoup aidé sur le fait de me raccrocher en tout temps à maîtriser ce sur quoi j'avais un levier. Et donc, par essence, le tirage au sort, à part frauder le truc, j'avais peu de levier pour m'assurer. Et donc, assez vite, dans le cadre du tort, j'ai dissocié les éléments sur lesquels j'avais un levier, mon entraînement, mon sommeil, ma nourriture, mon entourage, des éléments que je ne pouvais pas maîtriser. Le tirage au sort, la météo qu'il fera le jour de la course, etc., etc. Et donc,
j'essayais en tout temps de m'attraper quand je commençais à avoir des pensées qui me demandaient de l'énergie ou de la bande passante sur des éléments que je pouvais pas me maîtriser pour me rappeler sur ah, mais qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu maîtrises qui te rapproche de ton rêve. Donc vraiment la notion de ouais, ce sur quoi je peux être responsable, ça m'a beaucoup aidé pour évacuer cette pensée de oh la vache, si je fais tout ça et que je suis pas pris, ça va être la loose quand même. Et par rapport au tirage au sort, ça intervient combien de temps avant la course? Ça intervient, la course est en septembre et je suis tiré au sort en février. Donc j'ai 6 mois après où là je sais que je vais la courir. Ok. Et à ce moment-là, alors tu ressens quoi comme émotion? Est-ce que c'est de l'excitation d'y être, d'être au mois de septembre et de faire cette course? Et est-ce que ça peut être aussi ambivalent, c'est-à-dire d'avoir un peu d'excitation, mais aussi de se dire waouh, en fait c'est bon, j'y suis, il va falloir que je donne tout. Maintenant, je peux plus reculer. Ouais, t'as tout dit Thomas. Je me rappelle très bien du moment où j'ai reçu le mail, puis il y a un lien où tu cliques dessus, puis t'envoies sur une vidéo, puis le Thor, ils sont très forts pour faire des vidéos très inspirantes. Donc il y a à la fois le truc de je vais participer à probablement une des semaines les plus dingues de ma vie, et fuck, ça devient réel là quand même. Et puis il te rappelle dans ce mail là, il te rappelle toutes les conditions qu'il faut remplir, tous les points d'attention auxquels il faut faire gaffe. Même si je les savais, ouais, de se dire que là je partais pour ça là, ça a mis quand même un joli coup de pression. Alors pour donner un peu une image de cette course-là, tu as des règles bien spécifiques à mettre en place lors de cette course, c'est-à-dire que tu as un check-up Ouais, de choses à avoir dans ton sac. ouais, ouais, c'est Et ça. moi, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, si il te manquait un seul objet, entre guillemets, de cette liste, t'es disqualifié sans négociation possible. Ouais, absolument. Ouais, c'est un peu le paradoxe de cette course, c'est que n'importe qui va sur tordesgéants.it et peut s'inscrire. Ils mettent bien que on peut mourir sur cette course, etc., et qu'il faut avoir des solides, mais il n'y a pas de points, par exemple, comme ça peut être pour l'Ultra Trail du Mont Blanc, où ils ont tellement de candidatures. Donc n'importe qui peut s'inscrire au Tor. Pour autant, il y a eu quelques décès en fait sur la course, et depuis ça, bah, il y a eu un changement très fort dans la manière dont ils structurent l'organisation. Et ouais, aujourd'hui c'est très militaire. Moi, je me rappelle du moment où je suis allé récupérer mon dossard, où j'avais l'impression de monter dans un avion, quoi. On arrive avec son sac dans lequel il doit y avoir le matériel, on tire des éléments au sort et on doit montrer en moins de 2 minutes qu'on a tout pour participer à la course. Et oui, effectivement, durant la course, il y avait plusieurs contrôles. Ils vérifient qu'on a bien des crampons parce qu'il y a des moments où on passe sur des passages glacés et puis si on tombe, ben, c'est pas cool. Et oui, ils sont absolument intransigeants. Tout coureur qui manque à présenter le matériel indispensable est éliminé. Mais c'est un flirt avec l'organisation parce qu'il y en a beaucoup aussi qui essayent de gruger là-dessus parce que, ben, mine de rien, moi, tout le matériel de mémoire, ça faisait 6 ou 6 kilos et demi, sans l'eau et sans la bouffe. Donc, je te laisse imaginer partir pour 150 heures avec 8-9 kilos sur le dos, notamment en descente, là où ça tape très fort. Ouais, si on pouvait gagner quelques grammes, on le ferait. Mais ouais, on négocie pas avec ça. Bah, de toute façon, la sécurité avant tout. Ouais. Et je suppose qu'il y a des personnes, des participants qui ont dû être disqualifiés. Oui, après en toute transparence, le tort étant tellement long et les écarts d'allure étant tels que assez vite on est seul quand même. Donc moi j'ai pas côtoyé de personnes qui se sont fait éliminer, mais oui oui ça arrive chaque année. Ouais. Alors, les chiffres, ils sont assez impressionnants, hein, on va les rappeler. On l'a dit, 330 km en 5 jours, c'est bien ça? En fait la barrière horaire est 150 heures, euh, sachant que la gagne est à l'année où je la fais, la gagne est à 70 heures je crois. Ouais, c'est Ouais, impressionnant. ouais c'est Donc, fort. ça veut dire que la personne qui a gagné, elle a quasiment pas dormi. Ouais, ils dorment, ils peuvent pas ne pas dormir parce ça devient physiologiquement c'est un poil trop long, mais ils se contentent, je crois, de 2 plages horaires de 1 heure pour la gagne. Et ouais, moi je me rappelle de ma femme qui m'avait appelé en me disant le premier vient de franchir la course et moi j'arrivais à la base de vie de la moitié quoi. J'étais au 150e. Ouais, il y a vraiment des mutants sur cette course. Ce qui est déjà énorme de ce que tu as réalisé toi. Alors, le gagnant, c'est un truc carrément de dingue. Et donc, toi, tu es à peu près à 2 heures de sommeil par nuit, ce qui est quand même déjà relativement peu. C'est au-delà de moi ce que je peux imaginer par rapport à mon propre corps. Et en plus, les Thomas, si on se complète bien, bah, moi, je suis une grosse marmotte. Et est-ce que c'était aussi également ton cas? Ouais, carrément. Je suis comme toi. Je dors beaucoup. Euh, mais c'est probablement l'un des plus gros apprentissages en fait que j'ai fait pendant cette course, qui est aujourd'hui j'ai la conviction absolue que ma tête elle abandonne avant mon corps. Enfin, je veux dire, le corps humain là c'est une machine qui est prodigieuse et c'était vraiment la grosse interrogation de à quel point j'allais être capable d'encaisser
autant d'efforts physiques avec aussi peu de récupération. Et c'était prodigieux. Bon, les 2-3 premiers jours, je vais pas te faire de dessin, c'était compliqué. J'avais des vertiges, des hallucinations. J'ai appelé ma femme pour lui tenir des propos incohérents. Enfin bref, au début, c'était un peu rude. Et puis, une fois que mon corps a appris un peu le coup de, OK, je dors par plage de 1h30, je mange très peu, mais très souvent, je mange beaucoup de sucre. Une fois que mon corps s'était habitué à ça, je me souviens avoir des temps de récup de 1h, 1h15 où je repartais, mais j'avais l'impression d'avoir dormi 10 heures en fait. Donc, ouais, maintenant j'ai la conviction que ma tête abandonne avant mon corps, c'est une évidence. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que la mémoire du corps agit, tu peux aller vraiment au-delà et te mettre en ordre de marche, quoi. Ouais, carrément. En fait, c'était ça, c'était comme si l'idée de pas dormir, elle était plus violente que le fait de ne pas dormir physiquement, en fait. Mais c'était plus ma tête qui me disait, oh la vache, Tom, t'as dormi qu'1 heure, etc. Ça me faisait plus mal que, en fait, mon corps qui, lui, avait quasiment récupéré. Donc, ouais, c'était assez intéressant à vivre ça. Ouais, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, ce qui m'a surpris aussi en lisant ton livre, c'est que il y a le côté narratif, puisque tu racontes comment tu t'es préparé, tu racontes l'Ultra Trail. Donc il y a ces deux grands moments dans le livre, mais il est très segmenté, un peu comme la course, parce que pour atteindre un gros objectif, il faut avoir des sous-objectifs. Et pour y arriver, ce qui est assez agréable dans le livre et facile à lire, c'est que il y a des vrais conseils et des tips actionnables. Alors, sans tout dévoiler, évidemment, comment tu peux nous expliquer ce que tu as voulu mettre dans ce livre? Oui, bah, en fait, c'est une partie de mon job. Moi, c'est en entreprise, c'est d'aider les organisations qui ont des projets complexes à avancer. Et dans mon job, on entend par complexe lorsqu'il y a plus d'éléments quand on démarre une activité et qu'il y a plus d'éléments que l'on ignore que d'éléments que l'on connaît ou que l'on maîtrise. Et pour moi, nos rêves, c'est la quintessence de ça. Il y a beaucoup plus de choses que l'on va devoir découvrir que d'éléments que l'on maîtrise déjà, en fait. Et donc, je crois vraiment que regarder nos rêves avec le prisme du résultat final, ça amène à deux choses. Ça nous rend incapables et ça nous rend procrastinateurs, voire fainéants. Et donc, je suis convaincu du fait que c'est une compétence à développer que d'être capable d'identifier les petits éléments qui constituent la réussite globale de notre rêve. Et c'est comme ça que dans le bouquin, j'en suis arrivé à ce concept de la constellation. C'est ce groupe d'étoiles qui forment un tout cohérent. Et comme si l'intitulé de notre rêve, c'était le centre de la constellation. Mais si je regarde la grande ours avec un prisme trop étroit, je ne vois pas la casserole dans son entièreté. Et moi, je crois beaucoup à ça pour nos rêves, en fait. C'est comment, encore une fois, on aiguise avec beaucoup plus de nuances, de discernement, de compréhension, de curiosité, de questionnement. On aiguise notre capacité à voir de quoi nos rêves sont faits. Et plus on est capable de cela, plus on est capable d'identifier des petits leviers beaucoup plus accessibles qui ont pour objectif de nous mettre en mouvement. Moi, par exemple, j'en suis arrivé très vite au constat que courir un tort pour réaliser ce rêve, ça ne se résumait pas à juste bien courir. C'est clair que pour réaliser ce rêve du tort, la notion de l'implication familiale, ça allait au moins autant jouer que ma capacité à courir vite en montée. Le fait de ne pas être quelqu'un qui procrastine, ça allait aussi jouer. Le fait d'être entouré des bonnes personnes, ça allait tout aussi jouer. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai été capable de designer une forme de constellation du rêve avec tous les impacts qu'il allait avoir dans ma vie. Et pour chacun d'eux, de me poser la question de comment je souhaite m'organiser, qu'est-ce que ça implique pour moi, c'est quoi les actions que je pourrais mettre en œuvre. Et ça m'a amené à passer de est-ce que oui ou non je vais réussir le tort des géants à comment je suis capable de mettre une entente saine avec ma femme pour me permettre de courir régulièrement. L'un est une montagne inaccessible, l'autre est un élément très concret, pragmatique sur lequel je peux m'engager dès demain en fait. Et mon tort à moi ou mon rêve, ça a été une somme de petites actions comme ça. Et plus on en fait, c'est un peu les dominos, plus on en fait, au bout d'un moment, il y a quelque chose de dingue qui est capable d'être accompli. Et aujourd'hui, pour l'avoir expérimenté sur pas mal de coachés, j'ai la conviction que c'est un gros vecteur de maximiser nos chances de réussir en fait. Identifier chacun des petits leviers qui, une fois mis bout à bout, font que je suis sur le départ du tort des géants ou je publie un podcast ou etc. etc. Donc, comme un sportif de haut niveau, prendre en conscience de la partie mentale, de la partie physique, de la partie nutritionnelle, de la partie de gestion du stress par rapport à l'environnement, de la foule, du coach, du management, etc. De prendre tous ces éléments comme une toile d'araignée et de tisser et de prendre vraiment les éléments au maximum pour tirer la quintessence de son potentiel. Absolument. Je suis hyper d'accord avec ça. Et par rapport à la couverture du livre, qui est aussi assez intéressante, donc les gens la voient pas directement, mais on partagera bien sûr le lien concernant le livre. Comment tu peux décrire cette première page de couverture qui, moi, en fait, en lisant le livre,
penser qu'elle pourrait être un peu plus sportive. Hmm. Sans pour autant, par exemple, avoir un jugement par rapport à ça. Mais est-ce que tu peux nous décrire pourquoi? J'ai eu beaucoup de retours sur cette couverture. Et en fait, moi, j'étais très aligné avec le fait que ce que j'avais envie d'écrire, c'était un bouquin qui proposait une expérience de comment on peut se structurer, s'organiser pour accomplir des objectifs ambitieux sans pour autant avoir un talent à la base incroyable pour ça. Ça, c'était la raison d'être de ce bouquin. Et donc, face à cette intention-là, pour moi, le tort, c'est juste l'exemple qui fait sens pour moi, qui me permet d'illustrer les différents concepts. Or, j'ai vite réalisé que ce que moi je considère être un rêve, comme courir le tort des géants, bah, pour certains, c'est juste la mort sur terre, en fait, de faire ça. Et donc, j'avais pas envie que ce soit plutôt un récit de course, j'avais plutôt envie que le tort ou la course viennent illustrer, étayer certains des concepts un peu plus théoriques que je voulais amener. Euh, mais je suis assez aligné avec mon intention du départ qui était ouais, faire un bouquin qui aide les gens à se rapprocher de ce qui les inspire vraiment. Ouais, concrètement. C'est exactement ça. Par rapport à tout ça aussi, bah, forcément, on va parler des émotions. Des émotions dans le sport. Qu'est-ce que tu as ressenti dans cette course? Alors, tu l'as un peu dit tout à l'heure, tu as eu des moments au début compliqués, d'hallucination. Qu'est-ce que tu as ressenti par la suite, sachant que, bah, on va dire, si on le découpe en 3 phases, on va dire tous les 100 kilomètres, qu'est-ce que tu as ressenti plus ou moins? Ouais, ouais, c'est très juste. C'est à peu près ça en plus ce qui s'est passé. Pour moi, les 100 premiers, c'est beaucoup de difficultés parce qu'on enchaîne beaucoup de très gros cols en fait dans les débuts de course. Et puis, ce qui était vraiment difficile, c'est l'amplitude thermique. Les organisateurs sont suffisamment vicieux pour le mettre à la période de l'année où l'amplitude thermique est la plus forte en fait. Donc, on peut se retrouver avec des 30-35 degrés plein cagnard en pleine en journée et des -10, -15, vent, pluie, neige en altitude à 3000 mètres la nuit. Et donc, ça amène à beaucoup de complexité parce que bah, notre corps doit encaisser ça. On doit aussi avoir le matériel pour pouvoir être prêt à ça. Et donc, porter celui qu'on n'utilise pas. Quand on a 35 degrés, bah, il faut porter tout ce qui nous permettra de survivre à -10. Donc, ces 100 premiers kilomètres, ça a été beaucoup pour moi. C'était éreintant physiquement. J'étais encore à peu près frais mentalement, mais c'était la fatigue. Donc là, l'émotion pour moi, c'était. Il y avait beaucoup de volonté d'être dans l'instant présent, de surtout pas projeter. J'avais la conviction absolue, c'était mon engagement en démarrant cette course que pour me donner une chance d'aller au bout, il fallait absolument que je m'interdise de penser long terme. Si je commence à dire, oh la vache, j'ai déjà des vertiges, je suis au 80e, il en reste 250, c'est sûr que je rends mon dossard. Donc j'avais pris cet engagement envers moi-même de toujours séquencer mon rêve, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en plein de petits objectifs et de jamais penser à la ligne d'arrivée. Euh, et puis après, une fois qu'on a passé ces 100 premiers kilomètres, bah là, objectivement, mon corps commence à prendre quand même assez cher. Et donc là, bah, je commence à expérimenter des niveaux de fatigue que j'avais jamais connus en fait dans ma vie. Encore plus en tant qu'ex-parisien fraîchement genevois, enfin, je veux dire, j'ai plutôt une vie agréable. Et donc là, j'ai commencé à expérimenter des choses comme la peur en fait. J'ai vraiment un souvenir, même physiquement, parfois quand j'y repense, mon corps s'en rappelle. Des souvenirs de monter à 3 heures du matin, il fait -15, limite pluie neige, la pluie est tellement épaisse que je peux pas voir à plus de 3 mètres. Et là, je suis accablé de fatigue et se pose la question de est-ce que je sors ma couverture de survie pour dormir quelques instants ici? Et là, je check mon téléphone, il n'y a pas de réseau. Et là, ça pose la question de si je m'endors là, est-ce que je me réveille vraiment? Et donc là, ça invite à goûter des choses que bah, j'ai rarement l'occasion de côtoyer en fait dans mon existence. Donc c'est à la fois très dur et j'étais très heureux aussi de me connaître. C'est quoi les pensées qui sont présentes pour moi à ce moment-ci? Qu'est-ce que mon corps ressent? Qu'est-ce que ça me donne envie de faire, etc. Euh, donc c'était pas mal ça. Du 100 au 200e, c'était ouais, cette peur de là où m'emmenait ma fatigue, en fait, que j'avais jamais découvert jusqu'à présent. Et puis, euh, et puis après, ben, dans les 100 derniers, on commence à goûter le fait que, sauf énorme pépin physique, ma tête va suffire à m'emmener là-bas. Moi, j'avais cette conviction en démarrant la course que l'entraînement, il te permet à ton corps d'aller aussi loin que possible dans les meilleures conditions, mais il n'y a pas un entraînement qui allait me permettre de finir un tort tranquille. Donc après, c'était hyper aussi précieux de voir pour moi quel rôle jouait mon mental, mon abnégation, mon acharnement dans le fait de peu importe ce qu'il y aura honnêtement. Mais... Donc je dirais ça. Et puis la dernière émotion pour moi, c'était probablement la plus douce à vivre, qui est bah,
Moi, je travaille beaucoup en visualisation pendant mes entraînements. C'est une technique qui a beaucoup d'impact sur moi. Et c'est clair que cette ligne d'arrivée du Thor, je l'ai visualisée des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Et donc, c'est vrai que lorsqu'elle se profile là, dans les rues de Courmayeur après 150 heures, c'est un sentiment assez particulier et je me revois à 10 mètres de la ligne m'arrêter et la regarder et prendre le temps d'intégrer pleinement ce qu'elle voulait dire pour moi, émotionnellement, somatiquement, de goûter ce que voulait dire ce moment, parce que les 10 pas qui restaient, ils avaient une portée assez dingue en lien avec tout ce qui s'était passé dans ma vie dans les 2 années précédentes. Et je crois que ce qui m'a le plus touché, c'est j'ai pas mal réfléchi sur cette notion de la reconnaissance des autres versus ma reconnaissance. Et à ce moment-ci, l'émotion, c'était beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers moi et envers ceux qui m'ont permis de vivre ce moment. C'était ça qui était très présent pour moi. Est-ce que tu penses que tu es allé au bout de ce que tu pouvais mettre en place, ou est-ce que dans le sens, est-ce que tu aurais pu encore mieux te préparer à cette course avec le recul? Probablement sur un élément, je dirais. Je pense qu'aujourd'hui, avec le fait d'avoir accompagné autant de personnes sur ce volet-là, de se rapprocher de ce qui nous inspire vraiment, je pense que ça a aiguisé ma capacité à cerner finement et rapidement ce qui se joue. Et probablement que j'aurais pu gagner en efficacité. J'aurais peut-être pas eu besoin de prendre autant de murs, de me planter aussi fort en Ardèche pour me rendre compte de ce qui était en train de se jouer pour moi. Et en même temps, j'ai aussi beaucoup de gratitude pour ça parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver à me donner l'élan pour travailler autant. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, je serais plus capable rapidement d'identifier ce qui aurait un impact pour moi. Au-delà du livre, maintenant, on l'a dit également en introduction, tu es également coach en développement personnel depuis plus de 10 ans. Est-ce que tu prends souvent des exemples liés au sport, dans les conférences, dans les coachings que tu mets en place et que tu animes? Carrément. Vraiment. Puis j'apprécie beaucoup ta question parce que pour moi, elle amène à une thématique qui m'est chère, qui est, moi je suis convaincu que la connaissance de soi n'a pas la place qu'elle devrait avoir aujourd'hui dans la société. Euh, on y prête toujours un côté un peu bisounours, un peu perché, de ouais, c'est bien, etc. Et dans ma perspective, être capable d'identifier avec beaucoup de clarté, discernement, nos automatismes, nos croyances, nos fonctionnements, nos peurs, c'est un élément indispensable pour maximiser nos chances de se rapprocher de nos rêves. Et donc, le fait de prendre ça concrètement et de leur dire, voilà ce que ça peut être, par exemple, les jugements négatifs, puis de le mettre dans un contexte de j'ai vécu ça pour me préparer au tort des géants, parce que j'arrêtais pas de me dire qu'il y avait des gars qui étaient meilleurs, pourquoi je m'inscrivais, qui je suis pour m'inscrire, etc. Et donc de teinter ça dans des contextes très concrets de projets de rêve, je pense que c'est un moyen de rendre ça beaucoup plus concret et pertinent au-delà de c'est juste un truc pour des gars perchés qui réfléchissent beaucoup sur eux-mêmes, assis en tailleur sur un tapis. Moi, je crois que ça a un côté très pragmatique, la connaissance de soi, et que c'est tout aussi important que de savoir bien courir pour courir en temps. Est-ce que tu penses que par rapport à cette connaissance de soi, concernant le sport et la société au sens plus large, tu penses que les gens rêvent plus, surtout après ce qu'on a vécu, après le Covid, après le confinement, pour entreprendre un peu plus simplement ce qui nous anime vraiment? Moi, en tout cas, ce que j'observe, c'est que depuis le Covid, j'ai beaucoup plus de gens qui souhaitent discuter pour prendre du recul sur ce qu'ils vivent et être capable de remettre peut-être un peu plus d'alignement entre ce à quoi ressemble la vie et ce à quoi ils aspirent vraiment. Et mon modeste regard, moi, c'est que le Covid, il a eu pour vertu de nous recentrer sur l'essentiel. Parce que de force, on nous a coupé de ce qu'on pourrait nommer comme le superflu parfois. Et donc, ouais, je vois beaucoup plus de gens qui, depuis le Covid, ont eu des temps de questionnement, d'introspection, un peu forcés, certes, mais qui les ont amenés à faire un petit peu un point et à potentiellement voir une forme de désalignement, de décalage, et à vouloir remettre un peu plus d'intention là-dedans, de dire, ouais, je pense que je pourrais plus œuvrer à faire que ma vie soit le reflet de ce qui m'inspire et ce qui m'importe vraiment. Ouais, moi j'observe ça en tout cas. Et qu'est-ce qui manque justement aux gens au sens large pour réaliser leurs rêves? Parce que au final, on peut avoir, tu vois, l'envie de le faire, mais qu'est-ce qui manque concrètement qui pourrait faire que des personnes qui nous écoutent, par exemple, se disent j'y vais, mais j'y vais à fond? Évidemment, j'ai pas la prétention d'avoir une réponse absolue. Je peux juste partager ce que moi j'ai pu observer. Euh, je pense que ce qui aiderait plus de personnes, c'est d'arrêter de rêver ses rêves, en fait. Je l'ai fait pendant très longtemps. Je m'observais pendant longtemps. Le simple fait de parler du fait que j'avais envie de courir un tort et de dénoncer cette dimension un peu irréelle, là, je voyais l'effet que ça avait sur les gens. Et c'est comme si le simple fait d'en parler
suffisait à penser que je l'avais couru en fait. Je pense qu'on est beaucoup à rêver nos rêves, à juste avoir des douces pensées en lien avec ça. Et donc, ouais, sortir de cette phase de kiff et rentrer vraiment dans une phase de taf, là, où on se pose la question notamment du comment, je pense que c'est un premier levier. Et le second, qui est là peut-être une déformation professionnelle, mais moi j'ai la conviction que nous sommes beaucoup dans notre société axés sur le faire. Et donc on prend beaucoup nos rêves en lien avec la notion de comment je m'organise, c'est quoi ma routine, c'est quoi mon processus, c'est quoi les bons outils, c'est quoi, etc. Et c'est pas toi que je vais l'apprendre vu le nom de ton podcast, mais je suis convaincu que la dimension émotionnelle, elle est tout aussi importante parce que, par définition, ils vont en générer des émotions de nos rêves, puisqu'ils nous sortent de notre zone de confort, de ce qu'on maîtrise, de ce dont on a l'habitude. Donc je pense que être capable aussi de mieux se connaître sur le volet de l'être, je pense que c'est un élément qui est très bloquant sur le fait de se rapprocher de ses rêves. Donc je mettrai ces deux axes-là. Et est-ce que tu penses aussi que le fait d'être adulte, enfin en grandissant, on perd un peu cette insouciance aussi qu'on avait quand on était enfant, qui fait que tout simplement on rêvait plus. Ouais. Moi, je pense que c'est une question qui m'a beaucoup aussi, là aussi, que j'ai beaucoup emporté dans mes sessions de course. Est-ce qu'on rêve moins en étant adulte? Et ma conviction, c'est une conviction, je pense pas en fait. Je pense plus que, je pense surtout que, étant enfant, on a la chance d'avoir beaucoup moins de conditionnement. Et donc, il y a beaucoup de moins de filtres avec lesquels on va regarder nos rêves. Et il y a une forme de pureté, de candeur, de naïveté, dans le sens noble du terme de la naïveté, qui fait que on est capable d'honorer nos rêves en tant qu'enfant. Là où, en tant qu'adulte, on a appris à ne pas prendre trop de place, à ne pas être déraisonnable, à être bien sage, à être un bon garçon, à être un bon étudiant, à être un bon employé. Et je pense que ces prismes-là, c'est autant de couches qui nous éloignent de nos rêves, de cette petite flamme-là qui est en nous. Donc je pense plutôt que, je pense pas qu'on rêve moins, je pense qu'on a désappris à écouter notre flamme intérieure, en fait. C'est plus ça mon regard. Donc on rêve mais différemment. Ouais, je dirais plutôt ça. Ok, parfait. Thomas, on arrive quasiment à la fin de l'épisode, c'est passé super vite, et c'était très intéressant d'ailleurs. Je te remercie. Avec le recul par rapport à tout ce que tu as fait, donc il y a la préparation de l'Ultra Trail, tu l'as fait, tu as écrit un livre dans la foulée. Comment tu fais pour concilier tout ça? Parce qu'au final, c'est quand même un gros défi, chaque étape de la préparation, la réalisation, et puis la réalisation aussi de l'écriture d'un livre, parce qu'à la base, tu n'es pas auteur non plus. Ouais, c'est très juste. Donc tu t'es dit, je vais vraiment sortir de ma zone de confort pour le coup. Ouais. Ce que j'observe en fait, et c'est un peu le livre, il s'ouvre avec cette question, c'est à quoi ressembleraient nos vies et le monde si chacun de nous devenait meilleur à réaliser ses rêves. C'est la question qui a ouvert le livre. Et en fait, aujourd'hui, je porte le regard que je suis pas un trailer incroyable et je suis certainement pas un auteur incroyable. En revanche, je pense avoir développé des compétences dans le fait de me rapprocher de mes rêves en fait. Et donc c'est ça, être capable de regarder beaucoup plus le processus que le résultat. Je suis pas devenu un trailer incroyable, je suis pas un auteur incroyable, mais par contre, je suis assez bon aujourd'hui pour être capable de me poser les questions de OK, si j'ai l'élan, l'envie, le rêve d'écrire un rêve, qu'est-ce que ça demande? Et aujourd'hui, je pense être devenu pas mauvais à ça. Et puis, encore une fois, on en revient. Je pense aussi que j'ai la chance d'avoir un environnement qui, notamment avec mon épouse et ma famille, qui est hyper aidant pour ça. Évidemment, on a envie de savoir la suite. Quels sont tes projets pour cette deuxième partie d'année 2023? Ouais, écoute, moi on a un tableau des rêves à la maison, dans lequel, évidemment, tu t'en doutes, dans lequel chacun des membres de la famille, mon épouse, moi-même, mais aussi nos deux filles qui ont 3 et 5 ans, inscrivent leurs rêves. Le but, c'est qu'on puisse connecter le plus souvent possible à ces rêves-là. Et dans les rêves en lien avec mon activité, pour moi, il y a un truc qui me fait un peu vibrer depuis quelques années, qui est de pouvoir donner un TED. Donc ça, c'est mon objectif de 2023, commencer à me rapprocher de cela. C'est pour ça, par exemple, que demain, je commence du coaching en prise de parole et en conférence pour passer un de mes leviers de TED en lien avec la discussion qu'on a vue précédemment. Donc il y a ça. Et l'autre projet qui est j'aspire à devenir meilleur dans le fait d'avoir une harmonie plus grande entre mes envies, mes élans, ceux de mon épouse et la dynamique familiale. Elle est bonne aujourd'hui. J'aimerais qu'elle soit excellente. Donc, j'ai aussi envie de mettre de l'énergie à œuvrer pour ça. Des beaux projets, en tout cas, des beaux défis. Ouais, absolument. Alors, on arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fin. Il nous reste
allez, deux grandes questions qui sont assez récurrentes dans le podcast. C'est toujours dans l'introspection. Si tu devais croiser maintenant le petit Thomas, à l'âge de 10 ans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais qu'il a de la chance. Je m'estime être un être humain chanceux. Et je lui dirais de savourer pleinement sa chance. Et dans savourer sa chance, pour moi, ça a deux implications. La première, c'est le pouvoir de la gratitude. Moi, j'ai une gratitude infinie d'être capable d'avoir un corps qui me soutient dans ce que j'ai envie de faire, le fait d'avoir des aspirations qui fait qu'on discute tous les deux. Je me sens hyper chanceux de pouvoir faire ça. Et l'autre volet de la chance, pour moi, si on accepte vraiment que ce qu'on vit est lié en partie à la chance, ça amène pour moi à la notion de comment je me mets au service. Et donc, je lui dirais de se rappeler de ça, qu'il a beaucoup de chance et qu'il peut avoir beaucoup de gratitude et que ça va l'inciter à se mettre au service des autres. Est-ce que c'est vraiment de la chance ou est-ce que c'est des choses que tu as mis en place et au final, tu récoltes juste ce que tu sèmes? Bon, sans aller trop loin dans la réflexion, moi, ça me questionne aussi je me suis dit aussi ça, ouais, mais il y a aussi beaucoup de travail. Oui, mais je me rends compte aussi que ce travail, il est simple. Et j'ai de la chance qu'en tant que personne, je suis un mec pour qui se poser des questions et réfléchir et travailler très fort, pour moi, c'est fluide. C'est pas du tout un sacrifice, on en revient à ça tout à l'heure. Et donc, je mesure la chance que, tu vois, j'ai pas à galérer fort pour aller m'entraîner ou des choses comme ça. Donc, je dirais qu'il y a évidemment du travail, mais j'ai aussi envie d'honorer la partie de chance dans ce que je suis. Parfait. Avant de terminer, quel invité, c'est le rituel, tu aimerais entendre dans le podcast Confidence Sportive sur les émotions dans son sport ou ses sports? Tu as le choix bien sûr entre des sportifs, des coachs, des dirigeants ou d'autres personnes qui gravitent autour du milieu du sport. Si tu as un ou plusieurs noms, c'est le moment. Ok, cool. Il y en a un que tu ne pourras pas malheureusement parce qu'il nous a quittés, mais pour moi, Kobe, c'est vraiment quelqu'un qui posait un regard sur le sport que je trouvais vraiment incroyablement inspirant. À défaut de pouvoir l'entendre, je peux que recommander aux auditeurs d'aller lire son bouquin qui s'appelle Mamba Mentality, qui est pour moi un must pour toute personne qui s'intéresse au sport. Et en possible, pour moi, il y aurait un grand monsieur de la montagne et du trail qui est Kilian Jornet, indépendamment de ses performances qui sont stratosphériques. Moi, ce qui m'inspire beaucoup chez cette personne, c'est le regard qu'il pose sur sa pratique, en fait. À quel point, là aussi, c'est pas un sport pour lui, c'est qui il est. Et à quel point ça le définit de courir en montagne. Et donc, je trouve que ça l'amène à poser un regard vraiment inspirant, très humble aussi sur sa pratique, alors que c'est juste un extraterrestre du trail, quoi. Moi, c'est vraiment un personnage qui m'inspire profondément. Parfait. Je mets une pièce pour toi. C'est deux beaux noms en tout cas. Bon, il y en a un, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué, mais on recommande évidemment le livre. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré l'histoire et l'évolution du basket. Donc à suivre prochainement. Super Thomas, en tout cas merci pour tes confidences sportives. C'était super intéressant. Je pense que les auditrices ont beaucoup appris par rapport à la course, l'une des courses les plus difficiles au monde. Merci à toi Thomas. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et puis merci pour la qualité de tes questions. Ça m'a fait vraiment plaisir de réfléchir et de partager autour de ces thématiques avec toi. Plaisir partagé. Si on veut te soutenir maintenant et te suivre, comment on fait par rapport à tout simplement ton activité, mais également la promotion et si on veut se procurer ce livre? Pour le bouquin, vous pouvez taper sur Google réaliser ses rêves, ça s'apprend. Vous trouverez ça assez facilement. Et ensuite, me concernant, là où je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn. Je poste quotidiennement autour des thématiques comme le rêve, la productivité, l'efficacité. Donc, si c'est des thématiques qui résonnent pour vous, qui font du sens, vous pouvez me retrouver là. Et puis sinon, sous format de newsletter, vous pouvez tout retrouver sur mon site thomasgibaud.fr. Pareil, je propose de manière hebdomadaire des regards autour de ces thématiques-là. Super, écoute, on partagera de toute façon dans les liens et le texte qui accompagnera bien sûr l'épisode, toutes les infos que tu viens de partager, comme ça tout le monde pourra les retrouver directement. Thomas, un grand merci en tout cas à toi.
On te souhaite vraiment le meilleur pour déjà tout ce que tu entreprends et ce livre. Et puis, on te donne rendez-vous, évidemment, sur les prochains épisodes pour écouter de nombreuses émotions. On va parler notamment d'athlétisme prochainement. On va parler de tennis. On va parler de journalisme. On a pas mal de choses qui vont arriver très prochainement. Et la rentrée sera très riche également. Trop bien, j'ai hâte. J'écouterai ça avec la plus grande des attentions. À suivre. À bientôt, Thomas. Merci encore, Thomas. À très bientôt.